BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité ce soir, c'est une des stars de la tech française, Jean-Charles Samuelian, cofondateur et CEO d'Alan. Bonsoir Jean-Charles. Bonsoir Edwige. Merci d'être avec nous. Beaucoup de questions parce que ça y est, vous vous mettez, j'ai envie de dire, bon, j'ai fait un peu de provoque, vous vous mettez à l'heure de l'intelligence artificielle. Vous y êtes déjà, ça fait un petit moment. Mais là, ce qui est amusant, c'est que vous lancez un chatbot médical, c'est-à-dire qu'on pourra appeler en disant, tiens, je tousse, qu'est-ce que vous me proposez? On va revenir sur cette actualité parce que vous avez 3 actualités. Mais je voudrais quand même vous interroger sur ce qui se passe aux États-Unis, parce qu'on a le sentiment que d'abord pour les GAFAM, la Silicon Valley, l'élection de Trump, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ils saluent même l'élection de Trump. Est-ce que vous aussi, vous dites c'est une bonne nouvelle pour nous, pour l'univers de la tech? Est-ce que vous réagissez comme ça? Pas vraiment, je pense que ça va créer un univers d'instabilité parce qu'on ne sait pas quelles sont les décisions qui vont être prises. Oui, il va sûrement avoir plus de libéralisme d'un côté et à la fois, on l'avait vu sur la première campagne, ça avait été un enfer pour, sur la première session de Trump, ça a été un enfer pour le recrutement aux États-Unis et beaucoup de talents s'étaient déportés vers l'Europe. Donc, en fait, ça a été un net positif pour certains talents en Europe qui ne pouvaient plus avoir de visa aux États-Unis. Donc, on va vraiment voir. Il est vrai que pour certains secteurs, ça va sûrement aider, d'autres ralentir. On va voir comment ça va mener la guerre avec la Chine. Pourquoi les GAFAM sont contents? Parce qu'en plus, on a l'impression qu'ils étaient comme ça en Californie, qui a voté pour Kamala Harris. Mais là, voilà, on écoute les réactions en disant il veut déréguler, ça va être beaucoup plus facile de faire des acquisitions. Bref, le business va reprendre dans la tech. Je pense qu'il y avait en effet une peur que le business a été un peu contraint sur les introductions en bourse, les acquisitions, etc. Je pense aussi qu'ils sont tous assez stratégiques. Ils ont aussi compris que pour que ça se passe bien, il valait mieux être positif parce qu'ils sont directement impactés. Il peut y avoir des décisions émotionnelles qui peuvent être prises par la présidence américaine. Et donc, je pense que c'est ce contexte-là. Après, je ne suis pas dans leur peau, pas dans les décisions et je n'ai pas tous les détails. Non, mais vous êtes un opérateur de la tech, alors certes en Europe et en France, hein, mais du reste, vous venez de vous lancer au Canada. Donc, en plus, bientôt, ça va vous impacter. Les États-Unis et le Canada sont assez hermétiques, mais en effet, on regarde. Moi, j'ai tendance à toujours essayer de me dire, je me concentre sur ce que je peux contrôler. Ce que je peux contrôler, c'est mon activité, recruter, innover. Prudence, surtout à l'ère de Trump. Non, mais surtout, il y a cette redoutable Lina Khan, donc qui est la patronne de la FTC, qui est l'autorité de régulation et qui devrait partir. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour les gens de la tech. C'est peut-être pour ça qu'ils sont contents, en fait. Je pense qu'en effet, il y avait une peur latente où toute acquisition était bloquée, tout investissement était bloqué. Par Lina Khan. Et ça crée de la peur, de l'incertitude, et donc là-dessus, la tech américaine est sûrement soulagée. Ouais. Le rôle, tiens, comme une dernière question là-dessus. Je sais que vous êtes prudent, Jean-Charles, mais Elon Musk, c'est quand même, pour vous, j'imagine, c'est toujours un peu une sorte de gourou, non? Quand même, un peu Elon Musk. Quand on est dans la tech, parce que c'est quand même un personnage assez fascinant. Et là, il a un rôle clé. On le voit, je ne sais pas si vous avez vu cette photo sur X. On le voit avec, en Floride avec Donald Trump. Il a un rôle clé, il va avoir un rôle clé. C'est une bonne, mauvaise nouvelle. Alors, je pense qu'on peut respecter ce que Elon Musk a fait sur la voiture électrique, avec SpaceX, qui est honnêtement des prouesses technologiques et d'avancées assez extraordinaires. J'ai toujours du mal quand il y a de l'engagement politique fort parce que je ne suis pas sûr que ce soit son rôle dans la société. Je pense qu'en effet, il a eu un choc avec Biden quand Biden ne l'a pas invité à la Maison-Blanche, quand il a invité toutes les personnes d'électricité, il a décidé de mener une conquête. Après, je pense qu'il a des idées aussi qui sont plus libérales sur l'Amérique. Le transhumanisme, oui. Oui, et c'est surtout sur l'Amérique qui crée, qui avance. Il a prouvé avec SpaceX qu'il pouvait aller plus vite que la NASA. Donc, en fait, il essaye de faire sauter les contraintes. Je comprends ses intérêts à titre personnel. Après, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord politiquement. Oui. Donc pour vous, c'est pas un modèle? Non, non. Enfin, c'est un modèle sur comment il a réussi certaines innovations. Après, je ne veux pas construire mes boîtes comme lui les a construites. Oui, d'accord, ok. Alors justement, parlons de vos boîtes, comme vous dites, Jean-Charles Samuelian. Vous étiez venu ici dans Good Morning Business parce que vous aviez fait une levée de fonds qui valorisait combien votre entreprise? À 4 milliards. Oui, 4 milliards, c'est ça. Je préfère que ce soit vous qui le dites. Est-ce que là, vous lancez ce chatbot médical? Expliquez-nous, qu'est-ce que ça va changer? Alors, c'est
en effet un assistant médical qui est supervisé par des médecins, c'est-à-dire que quand j'interagis dans la clinique Alan, qui existait déjà... Oui, alors Alan, on va dire, c'est une mutuelle de santé, c'est un acteur de santé. Oui, c'est un partenaire santé intégré qui fait en effet de la complémentaire santé et des services de santé et de prévention. Vous avez quand même 600 000 personnes couvertes, 30 000 entreprises, 700 000 personnes, voilà. 60% de croissance cette année. On opère dans 4 pays, France, Espagne, Belgique et Canada maintenant. Donc, on essaye d'innover en permanence, que les gens ont besoin. Il y a un tiers des Français qui sont en désert médical, donc qui ont très peu d'accès aux soins. Les temps d'attente sont longs, l'accès à l'information est complexe. Il y a 10 millions de recherches quotidiennes sur Google sur la santé. Donc, les Français chaque jour, en France, donc les Français chaque jour se posent énormément de questions. 10 millions. Oui, c'est énorme. Et donc, la réponse à ça, c'est souvent finir sur un forum où la réponse va être très, très anxiogène. Ouais. Et je vais croire, alors que j'ai un rhume, que j'ai une maladie orpheline. Ah oui, oui. Et du coup, nous, on a essayé d'aider à résoudre ça. On avait déjà notre clinique où je pouvais chatter 7 jours sur 7 avec notre équipe médicale. Et aujourd'hui, cette équipe médicale est accompagnée d'un assistant d'intelligence artificielle qui me répond immédiatement, si je le souhaite. Donc, l'utilisateur peut... c'est l'intelligence artificielle générative. Exactement. Oui. L'utilisateur peut décider, je veux une réponse immédiate de l'IA ou je veux attendre la réponse du médecin. Et si j'ai une réponse immédiate de l'IA, elle est systématiquement revue par un médecin dans les 15 minutes. Et donc, en fait, ça aide à faire tomber les délais, ça aide à qualifier les questions-réponses. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a embarqué nos médecins avec nous qui ont co-construit. 95% des réponses sont notées comme excellentes ou bonnes par nos médecins. Le niveau de satisfaction de nos membres, de nos utilisateurs sur les premières cas d'utilisation est égal ou supérieur aux médecins sur tous les critères, dont l'empathie. Donc c'est vraiment une aide. L'empathie, mais comment l'intelligence artificielle peut être empathique aussi dans la réponse? En fait, elle a plus de temps. Oui. En fait, un médecin, il est contraint par le temps. L'intelligence artificielle, elle peut écrire longuement, etc. Elle est pas épuisée à la fin d'une journée. Parce que quand on voit la charge de travail qu'on demande aujourd'hui à nos médecins, il y a une grande majorité qui se dit proche du burn-out. Il faut les accompagner, il faut les aider. Et donc, on a créé cet outil qui a un besoin pour nos membres, qui accompagne notre médecin, à nos médecins à mieux leur répondre plus vite. Est-ce qu'il y a... on peut poser toutes les questions, puisque c'est à la limite... voilà, mais s'il y a presque un engagement, un problème juridique derrière, parce que c'est supposé, je ne sais pas, moi, je consulte votre chatbox, il me dit, vous avez un rhume et qu'en fait j'ai un cancer des poumons, votre responsabilité va être engagée. C'est un outil de conseil et pas de diagnostic, donc on va aider à naviguer. Sur les cas graves, on va pousser vers les systèmes des urgences, etc. Et encore une fois, c'est toujours revu par un médecin derrière dans les 15 minutes. Donc c'est vraiment cette continuité du soin qu'on accompagne avec une fonction de conseil. L'intelligence artificielle, ça va complètement révolutionner la santé, non? Je pense que c'est en effet un des secteurs qui va être le plus touché. Parce que... Impacté, parce que touché, il y a un côté négatif. Impacté au sens positif, oui, exactement. Ça, oui, non, ça va être une vraie transformation. Comme toutes les transformations, il va falloir les mener intelligemment, main dans la main avec le système existant, avec les équipes médicales, avec les professionnels de santé, avec les patients, avec les citoyens, et comprendre leurs attentes et se mettre à l'intersection des deux. Mais oui, quand on voit que le coût de notre santé explose, le nombre de maladies chroniques explose, que la prévention est encore vue comme un luxe, comment on peut redonner plus d'accès, combattre les déserts médicaux, avoir un suivi plus longitudinal, et l'intelligence artificielle va pouvoir aider à ça. Oui. Il s'appelle Mo. Oui. Pourquoi Mo? M-O, ça fait un peu asiatique, pour ne pas dire chinois. Parce qu'on adore les jeux de mots chez Alan. Oui. Je suis sûr qu'il y a quelque chose derrière, c'est pour ça que je vous pose la question. Non, parce que c'est court, on comprend, on peut parler de nos mots avec mots, et voilà. Vous avez lancé, là, c'était cette semaine, vous l'avez annoncé hier ou avant-hier. Quand est-ce qu'il sera efficace? Il est déjà disponible pour tous nos membres dans la clinique. Ouais. Quand des médecins Combien de personnes l'ont consulté? Là, on est déjà à plus d'1 millier de consultations avec Mo, et ça augmente. Au début, c'était sur des petits groupes, et on a augmenté progressivement. Ouais. Comment vous allez intégrer, donc vous avez 2 autres nouveautés, comment est-ce que vous allez intégrer l'intelligence artificielle dans et chez Alan? Et si je vous pose la question, c'est que cette question, je pourrais la poser aussi à une mutuelle classique, je pourrais la poser aussi au ministère de la Santé. On voit bien que c'est peut-être ce qui va nous permettre de conserver notre système de santé tout en évitant de payer trop d'impôts. Oui, je pense qu'en effet, c'est très important pour notre système de santé qui nous coûte 12 à 13% du PIB aujourd'hui, en constante augmentation. Donc c'est un vrai trou de 18 milliards, sujet sociétal, en effet. Et nous, elle va aider à répondre plus vite, à libérer du temps aux médecins,
elle aide sur notre service client, elle aide pour rembourser plus et plus vite. On a aujourd'hui 50% de nos remboursements qui sont faits dans les 5 minutes où on reçoit l'information. Ça, c'est parce qu'on utilise l'intelligence artificielle. Elle permet de lutter contre la fraude. Elle permet, nous, à notre équipe, d'être plus efficace quand elle travaille, que ce soit pour designer, pour coder, pour gérer les problèmes. Et en fait, tout ça, ça crée des services meilleurs pour les utilisateurs et une entreprise plus productive. Tiens, qu'est-ce que vous pensez, puisque vous êtes une mutuelle, hein, une complémentaire santé. Une complémentaire santé, une mutuelle complémentaire santé. Ouais, exact. C'est vous qui avez raflé notamment à une mutuelle, la MGEN, l'Assemblée nationale, mais pas que, puisque là vous avez encore, je crois, conquis de nouveaux clients. Comment la réduction du ticket modérateur, qu'est-ce que vous en pensez et quel impact ça peut avoir pour vous? Je pense que en effet, l'État doit gérer sa contrainte qui est des dépenses qui ont énormément augmenté à peu près sur tous les pans de la santé. Et en plus de ça, une augmentation unitaire des prix des consultations parce que les médecins l'ont demandé et ça a été dans la négociation. Et du coup, ils cherchent des moyens pour équilibrer leurs recettes face aux dépenses. Non, mais c'est d'accord, mais et un des moyens, c'est de transférer des charges aux complémentaires santé et aux privés, ce qui va devoir dire que les citoyens et les salariés vont devoir le payer. La réponse que j'aimerais bien que vous me donniez. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense qu'à la fois, je ne suis pas sûr qu'ils aient d'autres choix. Maintenant, c'est à nous de le gérer. Ouais. Comment on le gère? C'est en aidant... il va devoir avoir un transfert de charge, donc on va devoir augmenter nos prix à un moment. Voilà. Mais ce qu'on essaye de faire en parallèle, et ce qui est très important pour nous, c'est de toutes ces innovations qu'on fait, donc qu'on a annoncé, l'intelligence artificielle pour aider à répondre aux questions, les outils de prévention avec Alan Walk, avec le Shop, les autres outils de prévention qu'on va lancer bientôt, nos programmes digitaux sur la santé mentale, sur le mal de dos, sur la nutrition. Ils aident à réduire la pression. Quand vous achetez des lunettes dans la palane, vous réduisez le coût des sinistres. Et donc, on arrive à diminuer les hausses et à les combattre au maximum. Oui, la prévention, on a l'impression que c'est sans doute ce qui pourrait permettre de réduire largement les frais de santé. Là, le gouvernement se dit favorable à ce qu'il y ait des consultations gratuites de dentistes pour tous les jeunes de moins de 24 ans pour éviter qu'ensuite, il y ait justement des complications qui coûtent cher. Oui, c'est exactement. Il faut réfléchir de manière holistique et globale à la santé. D'ailleurs, nous, on réfléchit à la santé, mais aussi à l'impact de la santé dans l'entreprise, parce qu'on a 30 000 entreprises de toute industrie. Donc, on réfléchit à l'absentéisme, à l'engagement salarié, et on essaye de lier tout ça pour faire une offre qui est très différenciée. Et donc, en effet, parfois, il faut investir en amont dans la prévention. Parfois, il faut aider à mieux coordonner le soin, à éviter de répéter certains soins, à donner la bonne information au bon moment, etc. Et Alan Walk, ça consiste en quoi? Alan Walk, c'est un outil qui permet, grâce à des challenges inter-entreprises ou au sein de mon entreprise, entre collègues, à marcher plus et à lutter contre la sédentarité. Il y a des études qui sont assez extraordinaires qui montrent que marcher plus, c'est un impact très sain sur la santé mentale et la santé physique. Et du coup, les entreprises, on a activé Alan Walk. Les salariés marchent 10 à 14% de plus, c'est 1000 pas de plus par jour. Et donc, c'est un vrai impact sur la santé et ça engage les gens, parce que c'est des challenges collectifs, donc ça engage les équipes ensemble, ça devient un sujet à machine à café, etc. Tiens, à ce propos, je m'en souviens parce que Michel Barnier a dit que la priorité, c'était la santé mentale et vous étiez vraiment un des pionniers sur cette question-là. Là, je dois vous rendre hommage, Jean-Charles Samuelin, c'est que la santé mentale, vous avez tout de suite dit, c'est quelque chose d'essentiel. Enfin, bien sûr que c'est essentiel, mais il faut dire qu'il va devenir vraiment un sujet de société. C'est en effet un sujet que nous, on poussait depuis les tout débuts d'Alan, depuis 2016-2017. On avait été parmi les premiers à lancer des services très innovants autour de la santé mentale en entreprise et pour les individus. Ça reste un sujet énorme, une des premières causes d'absentéisme. On aide à créer des outils à la fois pour aider les gens à traiter leur santé mentale et les maladies mentales et aider l'entreprise à gérer ses risques psychosociaux. Parce que c'est vraiment les deux. C'est comment on agit, comment on forme les managers, comment on reconnaît les signaux, comment on aide à transformer parfois sa culture d'entreprise et comment on aide les équipes à être plus résilients, à détecter leurs propres signes, à travailler sur leur respiration, leur nutrition, leur sommeil, qui sont des causes très corrélées en fait avec les problématiques de santé mentale. Vous êtes un des pionniers dans la tech, mais dans l'intelligence artificielle, vous êtes un des fondateurs de Mistral. Il y a OpenAI qui ouvre son bureau à Paris. Est-ce que c'est un danger pour Mistral? Est-ce que c'est un danger pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire?
On a ouvert notre bureau enfin l'équipe de Mistral a ouvert leur bureau à San Francisco et a une équipe là-bas. C'est sûrement aussi un danger pour OpenAI. Ça vous fait même rigoler, vous. Oui. Non, mais dans les faits, l'équipe se concentre à développer les meilleurs modèles. Les derniers modèles qui sont sortis, qui sont des modèles très petits, qui peuvent tourner sur votre téléphone mobile, mais qui sont très bons, c'est des prouesses techniques. On est en train de créer un leader européen de l'intelligence artificielle. Moi, j'ai envie de le célébrer. Il y a encore énormément de travail. Il y a de la compétition qui est très forte. Mais encore une fois, c'est un sujet de souveraineté absolue. On le connecte à l'élection américaine. Il faut qu'en Europe, on ait de la souveraineté, qu'on ait les meilleurs talents. Des boîtes comme Mistral, comme Alan et comme d'autres dans l'écosystème, on permet de faire venir des talents en Europe, de recruter et de développer du leadership technologique. Et l'histoire du monde a montré que c'est le leadership technologique qui permet ensuite de réinvestir dans la société, de redistribuer la valeur, etc. Donc, moi, je suis heureux, je me bats pour que l'Europe soit un des leaders de la technologie, que ce soit en santé, en intelligence artificielle. Et si on arrive à le faire, on créera sûrement des sociétés plus saines à moyen terme. En même temps, on voit bien que le monde de la tech est un peu en mode pause avec cette instabilité, avec un peu cet effacement d'Emmanuel Macron, et puis cette instabilité politique française qu'on a connue, qu'on connaît encore aujourd'hui, il faut le reconnaître. Comment est-ce que c'est juste mode pause, ou alors c'est vous êtes en Belgique, vous restez en Belgique, vous partez à San Francisco, vous restez à San Francisco, mais surtout on ne revient plus en France? Non, je pense qu'en effet, la France doit continuer à investir pour rester un territoire compétitif où les gens ont envie de créer. Il y a une inquiétude dans la tech en France? Je pense qu'il y a dès qu'il y a un changement de régulation, il y a une inquiétude. Ouais. Quand on va changer la taxation des bons de souscription pour créateurs d'entreprises, ça change toute la manière dont les salariés sont rémunérés et dont on a partagé la valeur. Un des trucs les plus beaux qui était partager la création de valeur avec ses salariés se retrouve plus taxé. Et donc, est-ce que ça devient un meilleur outil? Donc, il y a des questions qui se posent. Mais après, ce qu'il faut voir, c'est que on peut avoir l'impression que c'est de la pause à l'extérieur parce qu'il y a moins de communication. Mais moi, ce que je vois dans l'écosystème, c'est des entrepreneurs extraordinaires, des gens qui travaillent, de l'innovation. Cette année, Alan va faire entre 55 et 60% de croissance à notre taille. On est à 500 millions d'euros de chiffre d'affaires annualisé. Et vous gagnez de l'argent à partir de 2026 au global et en équilibre en France dès 2025. Et donc, il y a de l'entreprise. Enfin, on crée des boîtes comme Mistral, il y a Dust, enfin, il y a plein. La France est Vous parlez aux investisseurs américains, ils disent que, mis à part la West Coast américaine, enfin la côte ouest américaine, Paris est un des hubs de l'intelligence artificielle mondiale. Merci d'être venu. Il faut y aller. Voilà, il faut y aller. On a compris le message. Merci. En tous les cas, il faut aller chez Mo, donc votre chatbot médical qui vous donne toutes les réponses. Merci beaucoup, Jean-Charles Samuelian. Le patron d'Alan était notre invité.